Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de l'Assemblée municipale de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 8 octobre 2024, il est 19 h, donc j'ouvre la séance. Avant d'aller plus loin, je vais m'excuser d'entrée de jeu. Je suis affligé d'un petit virus qui va modifier ma voix et probablement mon rythme. J'aurai le souffle court, donc je vais essayer de lire moins rapidement parce que, à mon avis, je ne serai pas capable. Donc, à défaut de faire des galimatia, je vais enchaîner tout de suite avec le prochain point. Ça prend quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout séance tenante pour ce soir. Je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup. En suivi, donc le point suivi, c'est lorsque des questions qui ont été posées à l'Assemblée précédente n'auraient pas été répondues à notre satisfaction ou à la satisfaction des citoyens qui sont venus poser leurs questions. Donc, durant la dernière Assemblée, toutes les questions avaient été répondues là, en bonne et due forme à la satisfaction des gens. Donc, il n'y a pas de suivi à faire. En période d'intervention réservée aux élus. Donc, M. Urbain, est-ce que vous prenez la parole ce soir? Mme Wilson? Oui. Allez-y. Excusez, je suis en train de chercher le mot qu'il fallait que je dise. On vous invite pour l'Halloween le 27, c'est bien ça, 27 octobre prochain à notre deuxième édition du Sentier hanté. Sentier hanté, là, je vais vous lire exactement ce que les coms nous ont écrit parce qu'ils écrivent beaucoup mieux que moi. Donc, les Vikings reviennent à Saint-Colomban, prenant d'assaut le sentier de l'Orée-des-Bois pour une deuxième année consécutive. L'expérience revue et améliorée vous fera vivre des frissons et sueurs froides garanties. Une fois votre expérience terminée, profitez-en pour vous réchauffer près de multiples foyers extérieurs, découvrir les autres animations sur le site et déguster une de nos offres alimentaires sucrées. Donc, prenez votre courage à deux mains et venez nous voir le 27 octobre prochain. Événement évidemment gratuit, aucune réservation requise, mais il paraît, attachez votre tuque, que ce n'est pas pour les très jeunes enfants. Oui, puis peut-être une différence avec l'année précédente, ça va être un service en continu. Donc, ça ne fonctionnera pas par groupe. Donc, aussitôt que vous rentrez dans le sentier, vous allez pouvoir apprécier l'événement. Parce qu'on a été un peu surpris là, au cours des 2 dernières années de la popularité de cet événement-là. C'est plus, je dirais, de 1000 à 2000, si ce n'est pas 2500 personnes qui sont venues fréquenter le sentier. Donc, ça nous a un peu surpris. Puis cette année, on a voulu donner les moyens suffisants à cet événement-là pour que vraiment l'expérience soit appréciable puis que les gens n'aient pas à attendre là, en ligne d'attente, en file d'attente. Donc, aussitôt arrivé, vous allez pouvoir profiter du sentier. Puis on va organiser aussi plusieurs activités autour du sentier avec quelques surprises. C'était la première année que l'équipe des loisirs m'invitait à participer au brainstorming. Donc, je me suis gâté. Puis il va y avoir des choses... on va réaliser des fantasmes. Donc, si vos enfants ou vous-même avez le goût d'avoir des frissons garantis, ben on vous attend le 27 octobre prochain. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin du mois d'octobre et une joyeuse Halloween à venir. Merci, Mme Wilson. Mme Darèche? Oui. En fait, j'ai pas de date pour ce qui est du concert à l'église. 30 novembre. Le 30 novembre, d'accord. Alors, moi, je vous fais une invitation pour à l'approche de Noël. Il va y avoir un concert. Ça va être une expérience symphonique mémorable à l'église de Saint-Colomban, en compagnie de l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides. Léchez-vous. Laissez-vous charmer par des mélodies tirées du répertoire classique ainsi que quelques airs à saveur des fêtes et de fin d'année. Une belle occasion d'apprendre aux jeunes, dans le fond, un peu qu'est-ce qui pourrait être la musique classique. Vous devez faire vos inscriptions, soit à la bibliothèque ou soit sur le site Facebook de la Ville. Bonne séance. Merci beaucoup, Mme Darèche. Mme Mercier? Non. Mme Gravel? Non. Mme Scriven? Non. Mme Rabier-Beaulieu?
Oui, je vais essayer de parler d'un sujet sérieux sans fou rire. Je voulais vous parler de la prochaine guignolée, en fait, qui aura lieu là, à Saint-Colomban. Il y aura des barrages routiers qui sont tenus le 16 novembre de 9h à 15h par le Centre d'entraide. Donc, le Centre d'entraide recherche des bénévoles pour l'occasion. Il y aura des plages horaires, comme l'année dernière, entre 9h et midi et 15h. Vous pouvez proposer là, votre aide à Entraide Saint-Colomban à commercial.yahoo.ca pour vous inscrire comme bénévole et bien sûr être généreux là, et courtois lors des barrages routiers du 16 novembre. C'est vrai, c'est intéressant de le spécifier. Si effectivement la température n'est pas de notre côté, ce sera remis au 23 novembre. Excellente idée. Voilà, merci. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. Madame Lapointe? Non, merci. Donc, on poursuit. Ça nous amène au point 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est réservée aux gens dans la salle et en ligne concernant les sujets à l'ordre du jour. Donc, si vous voulez poser des questions avant la tenue des votes, c'est le moment de le faire. Il suffit de vous présenter au lutrin. Ici présent. On va essayer de se couler un verre d'eau et l'eau. OK. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Donc, sur ça, si jamais il y a des citoyens qui veulent poser des questions, il faut se présenter au lutrin. Sinon, il y a toujours une période de questions à la fin de la séance où là, les questions sont ouvertes à tout sujet d'intérêt public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ah oui, vous avez une question? Juste vous présenter ici, monsieur, s'il vous plaît. Ce sont des questions je présente. Exactement. Même si ce n'est pas l'ordre du jour. Ah, c'est à la fin de la séance. Il va y avoir une période. Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle, est-ce qu'il y a des questions en ligne, Madame Sénécal? Non. 2.1.4, mandat à la firme d'avocats Bélanger-Sauvé dans le cadre du dossier de cour numéro 717-0208-54-245, boutique de golf Gilles Garot, Comte-Ville de Saint-Colomban. Considérant que la Ville désire mandater son procureur dans le cadre du dossier précédemment nommé, il est proposé de mandater la firme d'avocats Bélanger-Sauvé pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravès, j'ai proposé. Merci. 2.1.5, mandat à la firme PFD Avocat dans le cadre du dossier numéro C1683-24 devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Considérant que la Ville désire mandater son procureur dans le cadre du dossier numéro précédemment nommé, il est proposé de mandater la firme PFD Avocat pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet, c'est avant mentionné. Même chose, ce n'est pas une renonciation au droit au secret professionnel, le fait de voter cette résolution-là. Dans le cas qui nous concerne ici, là, ce serait pour un dossier qui concerne l'accessibilité à un site public. Donc, je n'irai pas plus loin, là, mais c'est vraiment une remise en question d'une non-accessibilité à un site. Et d'un stationnement. On peut dire ça. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci. 2.1.6. Ordonnance du respect de mesures en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Dans le cas qui nous concerne, c'est Kiwi, le chien. Considérant qu'en date du 31 mars 2024, le chien de race malinois prénommé Kiwi, appartenant à l'occupant de l'immeuble ici au 114 rue du Boisé, dans la ville de Saint-Colomban, a mordu une personne majeure alors qu'elle marchait dans la rue. Considérant que, conformément au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la Ville a exigé que le chien soit évalué par un médecin vétérinaire, laquelle évaluation a eu lieu le 16 mai 2024. Considérant les conclusions et les recommandations du médecin vétérinaire concernant Kiwi, considérant que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens RLARQ permet à la Ville de Saint-Colomban d'ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à toute mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Ça va être une longue lecture parce que la jurisprudence nous demande maintenant de faire par résolution un règlement qui s'applique à chaque chien qui est considéré là, dans une situation, je dirais, à risque. Merci. Considérant que le propriétaire a été informé le 3 septembre 2024 de l'intention de la Ville de Saint-Colomban de soumettre le chien aux mesures suggérées par le médecin vétérinaire, considérant que la Ville de Saint-Colomban a accordé un délai au propriétaire jusqu'au 20 septembre 2024 afin qu'il lui présente ses observations et s'il y a lieu de produire des documents, considérant les correspondances transmises par l'avocat mandaté par le propriétaire du chien, lesquelles ont été soumises à l'attention du conseil municipal, considérant que la présence de kiwis sur le territoire de la ville de Saint-Colomban peut représenter un certain risque pour la santé ou la sécurité publique et que les recommandations suggérées visent à minimiser ce risque.
Considérant la collaboration démontrée par le propriétaire du chien, il est proposé que le conseil municipal ordonne au propriétaire du chien occupant de l'immeuble au 114 rue du Boisé dans la ville de Saint-Colomban de respecter l'ensemble des mesures décrites ci-bas. En 1, muselière. Faire porter la muselière au chien lors de ses déplacements à l'extérieur de la maison de son enclos si au 114 rue du Boisé dans la ville de Saint-Colomban, si après l'immeuble, le port de la muselière ne sera pas obligatoire si le chien se trouve à l'intérieur de la cour clôturée de l'immeuble, sauf si les portes de la clôture sont ouvertes. Nonobstant le paragraphe précédent, le chien pourra ne pas être muselé lors d'un déplacement dans un véhicule routier de son propriétaire, conditionnellement à ce que le chien demeure attaché en tout temps pendant le transport avec le harnais et la laisse, que le véhicule soit muni du grillage et que le chien porte la muselière lors du déplacement de l'intérieur de la maison située sur l'immeuble et le véhicule routier. En point 2, collier étrangleur. Ce type de collier peut augmenter l'anxiété des chiens qui le portent, cesser son usage et le remplacer par une technique de contention et de marche adéquate. En point 3, sortie. 3.1, muselière, harnais et laisse doivent être mis au chien avant d'ouvrir la porte de la maison située sur l'immeuble et de sortir pour éviter les fugues. 3.2, harnais et laisse doivent être portés en auto, ce qui inclut toute la durée des voyages. Point 4, clôture ou enclos. Lorsque le chien est attaché à l'extérieur sans être confiné à la cour ou l'enclos de l'immeuble, lui faire porter sa muselière, ne pas le laisser sans surveillance car des personnes non familiales ou des chiens pourraient venir à proximité. Lorsque les portes de la clôture sont ouvertes, ne pas lui donner accès à la cour, mais garder le chien dans son enclos. Point 5, attaché à l'extérieur. 5.1, s'assurer du bon état du mécanisme d'attache et remplacer le mécanisme si nécessaire. Il doit être assez solide pour résister lors de départs soudains. 5.2, la longueur de la longe ne doit pas permettre au chien de se rendre près de la limite du terrain. En 5.3, lorsque le chien est attaché à l'extérieur sans être confiné à la cour ou l'enclos de l'immeuble, la muselière doit être portée car ce type de contention n'empêche pas les personnes ou animaux inconnus d'approcher le dit chien. Attaché, le chien devrait être supervisé de près. 6. Étant donné sa réactivité, l'animal doit être gardé sous la supervision directe et constante d'une personne âgée de 18 ans et plus lorsqu'il est en présence d'un enfant de 10 ans et moins. 6.2. Si c'est impossible, isoler l'animal à l'arrivée des enfants en le mettant à l'écart dans une pièce ou derrière une barrière, le port de muselière et l'utilisation d'une cage sont aussi appropriés et doivent faire l'objet d'une introduction graduelle. Le chien est intelligent, le kiwi ici, là. Lui procurer des jeux qui demandent un certain travail pour canaliser son énergie. L'exercice et les jeux pourraient contribuer à diminuer son anxiété. Le web regorge de suggestions à faire soi-même ou non. C'est un peu ridicule, là, la formule de la résolution, là, on est tous d'accord. Mais c'est ce que la jurisprudence dit, puis ça implique vraiment, si on ne fait pas ça, là, la Ville peut être jugée responsable d'inaction quant à un verdict de dangerosité ou de risque d'un chien. Où j'étais rendu? 8.8, consulter un médecin vétérinaire. Avoir un examen de santé complet, examen physique, une analyse urinaire et un bilan sanguin incluant hématologie, biochimie, fonction endocrinienne, dont thyroïdienne, afin de vérifier la présence ou le développement de problèmes qui pourraient influencer son tempérament. 8.2, selon la loi, le chien doit être stérilisé et recevoir une micropuce. 8.3, le chien a démontré réactivité et anxiété. Son propriétaire devrait consulter un médecin vétérinaire généraliste ou un spécialiste en comportement afin d'évaluer la pertinence d'un traitement comprenant une thérapie comportementale, travail sur les émotions et ou de la médication augmentation de son bien-être mental. Donc, il est proposé que le conseil municipal ordonne que l'ensemble des mesures précédemment décrites soient respectées dès la réception d'une copie de la présente résolution, à l'exception de la recommandation numéro 8 qui devrait être accomplie dans les 30 jours de la réception d'une copie de la présente résolution et dont la preuve devrait être transmise à la Ville de Saint-Colomban avant l'expiration de ce délai. Que le conseil municipal autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution. Donc, on fait face ici à un chien à risque, mais pas assez à risque pour le mettre hors d'état de nuire, si j'oserais dire. Donc, suivant ça, ça prend des mesures très, très claires établies dans la résolution qui va venir décharger la responsabilité de la Ville et mettre un petit peu plus de responsabilité sur les épaules du propriétaire avec un code comportemental, là, avec des règlements qui vont stipuler vraiment dans quelle situation le chien peut se trouver lorsqu'il y a des risques de croiser finalement des gens
qui peuvent marcher dans la rue ou sur le territoire de la ville de Saint-Colomban. C'est ce que vient de dire le règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Merci. 2.1.7, approbation d'une lettre d'appui à l'Institut du véhicule innovant dans le cadre de son projet collecte et cartographie des déchets dans les villes. Considérant que la Ville désire appuyer l'Institut du véhicule innovant dans le cadre de son projet que je viens de nommer, considérant la lettre d'appui signée par la directrice générale en date du 30 septembre 2024, il est proposé d'entériner la lettre d'appui signée par la directrice générale le 30 septembre dernier. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du projet signature de la MRC Rivière-du-Nord qui veut développer l'expérimentation des véhicules de transport innovants sur le territoire de la MRC, donc évidemment qui inclut Saint-Colomban. Donc, dans ce cas-ci, là, ce serait une espèce de véhicule qui viendrait cartographier automatiquement là, par des prises de photos, là, d'une collecte de données. Donc, on vient mélanger intelligence artificielle et transport intelligent afin d'aider finalement à inventorier les requêtes là, qui pourraient être réalisées suivant le fait qu'il y a des déchets qui sont à gauche et à droite sur le territoire. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. 2.1.8. Même type de résolution, mais pour un autre projet. Approbation d'une lettre d'appui à la Ville de Prévost dans le cadre de son projet L'intelligence véhiculaire au cœur de l'optimisation du déneigement et de la sécurité. Considérant que la Ville désire appuyer la Ville de Prévost dans le cadre du projet que je viens de nommer, considérant la lettre d'appui signée par la directrice générale le 30 septembre dernier, il est proposé d'entériner la lettre d'appui à la Ville de Prévost. Donc, dans ce cas-ci, c'est un projet où le véhicule, comme on le connaît, il sert à transporter des gens et des matières. On veut aussi qu'il serve à collecter de l'information sur la sphère publique. Donc, quand on a des enjeux de visibilité, quand on a un rétrécissement des voies de circulation liées à la neige, on veut qu'il y ait une collecte de données automatique qui se transmette dans nos ordinateurs pour qu'on soit capable d'agir plus rapidement et qu'on dépende moins du fait de est-ce qu'un employé l'a vu, est-ce qu'un élu l'a vu, est-ce qu'un citoyen a fait une plainte. On veut être vraiment proactif. Puis on veut changer un peu la façon dont on veut utiliser nos véhicules. Oui, ça transporte des gens, ça transporte des matières, mais ça peut être aussi un outil de collecte de données qui peut être très, très, très stratégique, qui peut accélérer vraiment notre temps de réaction sur le territoire. C'est ce que viendrait pousser ce projet-là. L'Institut du véhicule innovant a déjà travaillé avec le ministère des Transports pour ce type de projet-là au niveau des nids de poules. Là, on veut vraiment l'étendre sur les triangles de visibilité. Tu sais, quand la végétation peut pousser ou quand il y a des bancs de neige qui se forment, puis on commence à réaliser que la vue, on perd de son efficacité parce que c'est bloqué. C'est un autre élément sur lequel on veut développer le principe là, de l'intelligence véhiculaire. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci, Mme Dorage. 2.1.9, octroi d'une aide financière à la délégation étudiante de l'Université Laval. Monsieur Urbain, est-ce que vous voulez en faire la lecture? Merci. Oui, alors bonsoir. 2.1.9, octroi d'une aide financière à la délégation étudiante de l'Université Laval, considérant la demande de soutien financier par la délégation étudiante de l'Université Laval pour sa participation à la 71e édition du Harvard National Model United Nations qui se déroulera du 20 au 23 février 2025 à Boston, aux États-Unis. En conséquence, il est dûment proposé d'octroyer une aide financière du montant de 500 $ à la délégation étudiante de l'Université Laval pour sa participation à la 71e édition du Harvard National Model United Nations. D'appuyer cette dépense aux activités de fonctionnement du code budgétaire 02-702-90-90-970. En fait, pour expliquer un peu, c'est une jeune citoyenne de Saint-Colomban qui a communiqué avec moi, une jeune fille native de Saint-Colomban qui étudie à l'Université Laval présentement. Elle était impliquée à l'époque, quand elle était jeune, à l'École des Hauts-Bois, sur le gouvernement étudiant. Elle assistait à l'époque, quand il y avait des séances au conseil municipal qui se faisaient avec les gouvernements étudiants des écoles primaires. Elle avait participé à ça. Puis on trouvait que c'était une belle occasion, merci, de pouvoir donner l'occasion de participer à un événement comme ça. Puis tu le ferais pas parce que tu es humble et modeste, mais le code budgétaire 02-702-90-970, c'est un code budgétaire qui appartient au conseil municipal où on a décidé il y a quelques années de permettre d'avoir un espèce de petit budget discrétionnaire de 1 000 $ là, pour les conseillères municipales. Ça vient payer les formations dans l'année.
Étienne, il travaille fort dans le jour, fait qu'il n'est jamais disponible à suivre des formations ou à aller des congrès, fait que son 1 000 il ne le dépense jamais. Donc, il a décidé de prendre la moitié de ce montant-là puis d'aider cette jeune citoyenne-là, chose qu'on a trouvé bien noble. Donc, c'est ce que ça dit ici. Est-ce que tu le proposes? Oui, bien sûr, je vais le proposer. Merci, Étienne. 2.2.1. Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en septembre 2024. Considérant les rencontres se sont tenues, on a eu 3 rencontres. Donc, les proposés d'approuver et adopter ces procès-verbaux-là, séance ordinaire du 10 septembre 2024, la séance extraordinaire du plan triennal des mobilisations qui s'est tenue le même soir pour les années 2025, 2026, 2027, et le procès-verbal de correction du 13 septembre 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci. 2.2.2, adoption du calendrier des séances du conseil municipal l'année 2025. Donc, à chaque année, on adopte le calendrier. Il y a 3 faits saillants dans ce qu'on propose comme calendrier. D'abord, on maintient la séance de janvier, le 3e mardi au lieu du 2e mardi, ce qui donne plus de temps à l'administration de préparer les points à l'ordre du jour, puisque le retour cette année se fait le 6, 7, 13. Nous, on fait toujours une rencontre préparatoire une semaine avant, donc normalement le 6. Donc, on aime bien repousser. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Les 2 autres, c'est lié au fait que ce soit une année électorale. Donc, on est obligé de faire une séance en octobre, mais on a un délai à respecter. Donc, pour 2025, c'est assez particulier parce que le mardi qui nous permettrait de faire la séance, c'est le dernier jour de septembre. Donc, on est obligé de faire une séance un mercredi. Je ne me rappelle pas c'est quand ça a été la première fois. Je pense que ça va être la première fois de l'histoire. Donc, mercredi, le 1er octobre 2025, pour respecter le fait de tenir une séance au mois d'octobre, mais pour aussi respecter le fait de ne pas tenir de séance lors de la campagne électorale potentielle. Et celle de novembre, étant donné, pour donner le temps, s'il y a une nouvelle équipe, s'il y a des nouveaux élus d'entrer en fonction, d'être assermentés, se tiendra le 3e mardi de novembre, donc mardi le 18 novembre 2025. Est-ce que quelqu'un propose ce calendrier, s'il vous plaît? Je vais le proposer, Christiane Wilson. Ce sera toujours à 19h à la salle du conseil. Ça, il n'y a pas de changement. Merci, Mme Wilson. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 septembre 2024. Donc, ça correspond à un montant de 729 681 75 sous. Ça fait référence au chèque numéro 39 479 à 39 541. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, ça correspond à un montant de 809 016 et 76 sous en référence au chèque numéro 39 542 à 39 703 et 39 705 à 39 706 et d'autoriser le trésorier ou en son absence, la trésorière adjointe en effectuer les paiements. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci, Mme Gravel. 2.3.3. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2045 décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt d'1 660 000 nécessaire à cette fin. Donc, j'ai demandé au service des communications de vous illustrer qu'est-ce que représente ça. Ça prend d'abord quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci, Mme Darèche. Donc, ce règlement-là va servir à acheter une benne à gravier et neige, un petit paveur de type Lee-Boy, une déneigeuse à trottoir et un souffleur de type Larue, largeur 108 pouces, pour s'installer sur un chargeur sur roue, si je fais une traduction francophone du terme qui est inscrit derrière moi. Donc, derrière ces achats-là se cache l'intention d'augmenter la part de déneigement qu'on fait à l'interne. Donc, dans le dernier octroi de contrat, pour la première fois, on a commencé de se donner des options pour faire le déneigement à l'interne, ce qui nous a permis de faire une économie assez substantielle là, par rapport au contrat. L'information que j'ai eue dernièrement, c'est qu'il y a encore une hausse des contrats de déneigement là, de l'ordre de 30 liés au dernier contrat. Donc, les villes, on est beaucoup sujettes à subir ces hausses-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, vous le comprendrez. Donc, un moyen de générer de la compétition et des économies à long terme, c'est de prendre pas tout le déneigement, mais d'en faire une partie en régie. Puis l'objectif, c'est d'augmenter, là, avec l'achat de ces véhicules-là, c'est d'augmenter notre potentiel de prise de territoire en régie. Ça nous permet, de nous doter d'une autonomie si jamais il y a une problématique sur le territoire. Puis ça permet aussi des relations entre l'entrepreneur puis la ville. Donc, s'il y a une machinerie qui brise, on est capable, nous, d'intervenir rapidement sur le territoire puis de faire des ententes avec le propriétaire et vice-versa. Donc, ça nous permet effectivement là, d'être beaucoup plus efficace et d'agir plus rapidement dans un cas où il y a des problématiques.
Donc, c'est ce que vient dire ici. C'est un dépôt, donc l'adoption du projet va se faire le mois prochain. 2.3.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 3 433 000 qui sera réalisé le 21 octobre 2024. Les deux résolutions qui suivent sont interreliées, là. Donc, on concorde les emprunts, puis ensuite, on émet l'émission d'obligations. On va commencer par 2.3.4. J'ai pris soin de vous décrire un peu c'était quoi les règlements. Là. Vous les avez numérotés derrière moi, mais je vais vous les décrire là, à quoi correspond chaque règlement d'emprunt. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Colomban souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant que j'ai nommé, qui sera réalisé le 21 octobre 2024. C'est réparti comme suit. Là, on n'a pas mis le tableau, hein, Émilie? Donc, il y a un tableau, là. Techniquement, ça correspond à plusieurs règlements, là. 632, 633, 634, 628, 2004, 2012, 2011, 2014, 2028. Le 632, là, c'est le résiduel du pavage de la rue de la Sablonnière. Donc, c'est des petits montants. On est à 12 900 $ puis à 10 800. Ça, c'est le résiduel qu'on reçoit de subventions du gouvernement du Québec qu'on nomme la TEC, là, Taxe, Essence, Compensation Québec. Donc, dans la façon dont ils décaissent les subventions, ils nous financent annuellement. Donc, on est obligé de garder le règlement d'emprunt parce qu'il nous envoie la compensation de paiement des intérêts liés à cette subvention-là. Donc, c'est pour ça que ça perdure, alors qu'on, normalement, on réglerait là, ces montants-là assez rapidement pour éviter que ça soit perduré. Mais ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de subvention qui vient de Québec. Donc, 632, 633 et 634, c'est le même cas. Donc, 633, c'est le domaine Lebeau pour des montants de 22 100 $, 38 600 $. 634, c'est la rue Rudolph, donc 25 900, 53 800. Pour le règlement 628, on est à 826 500. Donc, c'est le résiduel du centre récréatif ou communautaire qui a été inauguré en 2013. Il reste, comme j'ai dit, 826 000. Le 2004, donc on a deux montants, 278 400 $ et 326 900. Ça, c'est un règlement d'emprunt qui avait été fait en 2015 concernant la prise en charge de l'écoulement pluvial puis la restauration de beaucoup de ponceaux qui avaient suivi les pluies très importantes qui avaient été subies sur le territoire en 2014, le 24 juin pour être bien exact, parce qu'on avait d'autres choses à faire que de fêter la fête nationale cette année-là. Puis ça avait amené la Ville à prendre conscience vraiment d'une vétusté de beaucoup de ponceaux, étant donné que le développement de Saint-Colomban s'était fait d'aval en amont, donc de bas en haut. Fait que dans la façon dont Saint-Colomban s'est développé beaucoup, bien, on a fait installer des ponceaux au bas de territoire qui traitaient à l'époque 30 maisons, mais à force de développer le territoire, bien, ces ponceaux-là, ils finissaient par traiter de l'eau là, qui dépendait de 200, 150 maisons. Fait qu'en 2015, on a fait un gros règlement d'emprunt pour commencer à intervenir puis à changer cette optique-là. Puis comme on a vécu au cours le dernier épisode de pluie qui a eu lieu il y a peut-être 4 semaines, 6 semaines, je perds le fil du temps parfois. Il nous reste des petites interventions à faire, mais grosso modo, là, le réseau il a quand même bien tenu, considérant tous les travaux qu'on a fait depuis 2015. Ce règlement d'emprunt-là, il vient démontrer qu'il reste du paiement de financement à faire. Le règlement 2012 à 147 400 $, c'est le sentier du Lac-Rainfray qui a été réalisé 2017-2018. 2011... le règlement 2011, 267 900, c'est la programmation des rues pour l'année 2018. Le règlement 2014, on a un refinancement de 571 800, donc ce sont la programmation des rues 2019. Et le règlement 2028, pour 850 000 $, c'est la programmation des rues 2022. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence pour que les montants soient mis à jour, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro que j'ai nommé un petit peu plus tôt, la Ville de Saint-Colomban souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Il faut que ce soit daté du 21 octobre 2024. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 21 avril et le 21 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS.
CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales à l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte que nous avons à la Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier, la Ville de Saint-Colomban, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt que j'ai nommé soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, j'ai proposé. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on refinance, il faut savoir qui les finance. 2.3.5, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Donc, c'est pour les règlements que j'ai nommés, ça concerne un montant de 3 433 000 $. Donc, c'est un appel d'offres qui est pris en charge par le ministère des Affaires municipales. Nous, on a une procédure à suivre. Donc, il y a eu 6 soumissionnaires. BMO Nesbitt Burns, Valeurs mobilières Desjardins, Scotia Capitaux, Financière Banque nationale, la Banque Toronto Dominion, Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Donc, ils viennent proposer du financement de différents montants, différents intérêts en fonction des années, donc entre 2005 et 2029. Ça donne un prix total avec un coût réel d'intérêt. Donc, en ce qui nous concerne, l'offre la plus avantageuse a été fournie par la BMO Nesbitt Burns à un prix coté à 98,30 Le coût réel, donc, de cet emprunt-là, c'est le taux d'intérêt. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on regarde, c'est ça qui finit par déterminer quelle firme financière remporte l'adjudication. Donc, ça va être financé à un taux d'intérêt à 4,15221. C'est le taux fourni par Nesbitt Burns. La proposition la moins intéressante pour votre information, le coût réel en intérêt, c'était 4,20040. Donc, ça jouait vraiment sur 0,5 % d'intérêt. Donc, en conséquence, que l'émission d'obligations au montant de 3 433 000 $ de la Ville de Saint-Colomban soit adjugée à la firme BMO Nesbitt Burns Incorporée, que la demande soit faite à ces derniers de mandater CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, j'ai proposé. Merci. C'est toujours des résolutions assez lourdes et fastidieuses, mais c'est ce qui permet de financer les travaux, pour la plupart, qui se font sur le territoire de Saint-Colomban. Et ces émissions-là, ces obligations-là, évidemment, c'est un titre financier pour lequel les gens peuvent financer. Quand on achète des obligations municipales, c'est un titre qui est possible de se porter acquéreur par les institutions financières. 2.3.6, dépôt et approbation du rapport des prévisions budgétaires 2024 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban. Donc, il est proposé d'approuver le budget 2024 tel que déposé et d'émettre un paiement de 6 964 $ représentant la contribution de la Ville, soit 10 % du déficit prévu au budget 2024 et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au poste budgétaire 02 520 00 963. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibouli, je vais vous le proposer. Merci beaucoup. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 30 août au 25 septembre 2024. Est-ce que vous avez récupéré votre machine, Mme Scriven? À vous la parole. Donc, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 30 août au 25 septembre 2024, conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoirs suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 30 août au 25 septembre. Donc, nous avons 7 embauches et 3 départs. Merci beaucoup. Là-dessus, il y a 2 démissions puis un départ à la retraite. Donc, je voudrais saluer le départ à la retraite de M. Gilles Tremblay, qui a consacré 17 ans de sa vie au service des travaux publics.
17 ans de service pour la ville de Saint-Colomban. Donc, on lui souhaite une bonne retraite à la hauteur de ses espérances, M. Tremblay. C'était un plaisir de vous croiser et j'espère vous recroiser à nouveau ailleurs. Donc, merci beaucoup. 2.4.2, autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2024-11 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relativement à l'abolition du poste de secrétaire réceptionniste, à la création du poste de réceptionniste, à la création du poste de préposé à la perception et à la modification de la description de fonction du préposé à l'administration et à la paye. On me faisait remarquer, Madame la directrice générale, que c'est probablement la plus longue résolution que nous avons votée depuis notre arrivée. Donc, je pense qu'elle dit tout. Je n'aurai pas besoin de répéter. Donc, Pardon? Excellent. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence, la greffière à signer la lettre d'entente numéro 2024-11 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relativement aux gestes que nous poserons et que je viens de nommer dans la résolution. Vous comprenez que c'est un jeu, il y a un jeu de chaise musicale là-dedans, puis il y a de réattribution de tâches là, sur différents postes. Le poste était vacant, donc ça nous permet de jouer un peu avec la responsabilité, puis de se doter vraiment d'une réception. Historiquement, on avait une secrétaire réceptionniste, donc quand les gens souvent appelaient à l'hôtel de ville, la tâche principale de la personne qui était à la réception, c'était de prendre le téléphone et de la diriger vers les services. Évidemment, on trouvait qu'il y avait un peu une perte de temps là-dedans. Là, on veut davantage qu'une réceptionniste puisse déjà répondre aux citoyens, au lieu que le citoyen soit envoyé dans un service puis qu'il attende 2 fois pour pouvoir expliquer sa situation. Donc, il y avait une certaine inefficacité là-dedans. Là. Ce qu'on vient faire avec le poste de réceptionniste, c'est vraiment de former quelqu'un qui sera capable de rentrer des requêtes directement, peu importe le service auquel la requête est reliée, puis que ça soit envoyé dans les différents services. Donc, parce que là, ce que les gens vivaient, c'est que souvent, ils appelaient, ils expliquaient leur situation à la secrétaire réceptionniste. Là, la secrétaire réceptionniste prenait état de la situation, décidait dans quel service on envoyait l'appel, puis là, le citoyen, il répétait la même histoire à une deuxième personne. C'est un peu une perte de temps et d'efficacité. Donc, on veut venir corriger ça. Puis en même temps, ça nous permet, en faisant ça, on veut soustraire vraiment la perception de la réception puis d'y affecter des tâches à un poste très, très précis. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça va? Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.3, mesures disciplinaires, suspension de 5 journées sans solde. Considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines portant le numéro 160-4, il est proposé d'imposer une mesure disciplinaire conformément au rapport numéro 164. 160-4, laquelle consiste en une suspension de 5 journées sans solde qui auront lieu à un moment déterminé par la directrice générale. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'environnement du mois de septembre 2024. La rencontre s'est tenue le 11 septembre dernier. Madame Mercier, est-ce qu'il y a quelque chose à souligner? Seulement pour vous dire que la campagne de sensibilisation des matières résiduelles va avoir lieu bientôt. Voilà. Qui est une initiative qui découle du comité consultatif d'environnement. 3.2, avis de motion, règlement numéro 3001-2024-30, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H168 et P170 et d'ajouter un code d'usage. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais vous le donner, M. le maire. Merci, Mme Lapointe. Donc, 3.3, c'est le premier projet de règlement de cet avis de motion-là. Je vais l'expliquer un petit peu plus détaillé. Donc, adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2024-30, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H168 et P170 et d'ajouter un code d'usage. Considérant que l'avis de motion est donné séance tenante par Mme Lapointe, considérant qu'une copie de règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2024-30, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 afin de modifier les limites des zones H168 et P170 et de tenir une assemblée de consultation publique le 12 novembre 2024 à compter de 17 heures. J'ai une carte. Donc, on parle ici, là, on a le centre récréatif. Je vais essayer de me retrouver un petit peu. Oui, le centre récréatif est ici. Et, ça l'inclut, c'est ça, là, il y a la patinoire. Non, c'est le terrain de soccer, pardonnez-moi. Terrain de soccer, là, on a le centre récréatif ici. Ça, c'est l'école des Hauts-Bois. Donc, il y a un terrain ici qu'on viendrait ajouter dans le P
et qu'on soustrairait au résidentiel à H168. C'est ça qui vient motiver la demande de modification de zonage. Vous avez là maintenant ici le contour de la zone. Donc ça, c'est une propriété qui a été acquise par la Ville de Saint-Colomban au cours des derniers mois. Puis on va l'inclure dans le paramètre public, étant donné que c'est la Ville qui est propriétaire. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup, Mme Lapointe. 3.4, modification de la résolution. C'est bien ça, oui. Modification de la résolution 270-08-2024 relative à la deuxième acceptation des travaux de libération partielle de la garantie financière et municipalisation de la rue du projet domiciliaire Boisé des Cascades, protocole d'entente PE 2022 PEL 03. Donc, c'est la municipalisation des bassins de rétention qui sont situés sur deux lots, notamment, là, 6 446 567 et 6 446 670. Il y a eu une petite erreur sur le second lot. Sur le second lot, ça aurait dû se lire différemment. Donc, considérant que le bassin de rétention situé sur le lot 6 446 570 a déjà été municipalisé en vertu de la résolution 061-02-2024 et qu'il n'aurait pas dû apparaître à la résolution 270-8-2024. Considérant qu'il a eu modifié cette résolution afin de retirer la municipalisation du lot 6 446 670, il est proposé de modifier le 7e paragraphe de la résolution par le suivant. Là, vous comprenez, on le retire parce que ça avait déjà été fait dans le passé. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je propose. Merci. 3.5, modification de la résolution 516-12-12 relative à la deuxième acceptation des travaux. Libération de la garantie financière, de la garantie bancaire et municipalisation des rues du projet domiciliaire Domaine Fortier, protocole d'entente PA 2010 FOR 01. 2010, ça veut dire que c'est un dossier 2010. Il n'y a pas de secret. Modification de la résolution 516-12-12, donc du décembre 2012, relative à la deuxième acceptation des travaux de libération de la garantie bancaire. Donc, considérant la résolution 516-12-12, le conseil municipal a résolu de procéder à la municipalisation de la rue du domaine Fortier, soit le lot 4 619 400, 4 619 426, c'est une partie du lot 4 619 427. Considérant que la municipalisation des lots ci-dessus n'a jamais eu lieu, c'était demeuré à l'intérieur d'une compagnie à numéro, et là, c'est le syndic de faillite, c'est bien ça? Donc, le syndic de faillite cherche à se départir un peu des actifs de cette compagnie à numéro-là. Donc, nous, on va se porter acquéreur, chose qui serait arrivée un jour ou l'autre, j'imagine. Donc, puis on n'aime pas ça, traîner des dossiers qu'on récupère du passé. On veut les régler rapidement. Donc, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder à la municipalisation de la totalité du lot 4 619 427 et qu'à cet effet, le désir s'en porter acquéreur, vous comprenez qu'on effectue le déneigement depuis le début. On effectue des travaux d'entretien. Donc, pour nous, c'était comme d'office dans notre cours. Considérant qu'il a lieu de modifier cette résolution afin de municipaliser les lots 4 619 400, une partie de la rue Jacques, 4 619 426 et 4 419 427. Ça, ce sont des parties de la rue du domaine Fortier. Il est proposé de remplacer le 10e paragraphe de la résolution 516-12-12 par ce qui suit, de municipaliser les lots suivants 4 619 400, 4 619 426 et 4 619 427, d'ajouter à la suite du 10e paragraphe ce qui suit, de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à cet acte d'acquisition et d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents relatifs à cet effet et de remplacer le 13e paragraphe de la résolution 516-12-12 par ce qui suit. Il est entendu que les frais inhérents à cet acte d'acquisition sont malheureusement à la charge de la Ville. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Darey, je propose. Merci. 3.6, acquisition de servitude, protocole d'entente PA 2010 FOR 01. Donc, c'est en lien avec la résolution précédente. Considérant que la Ville désire acquérir une servitude pour le réservoir incendie et une servitude de drainage. Je trouve le silence, il augmente le malaise dans ce temps-là. Donc, c'est une servitude pour un réservoir incendie qui est déjà installé depuis le début. Donc, il est situé sur le lot 4 619 391. Donc, il est proposé d'acquérir une servitude pour le réservoir incendie, une servitude de drainage située sur des parties du lot 4 619 391, de mandater le notaire et d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents relatifs
À cet effet, et encore une fois, c'est malheureux, tous ces frais inhérents à ces actes de servitude sont à la charge de la Ville. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais proposer, M. le maire. Merci, Mme Wilson. 3.7, octroi de contrat achat de bac bleu URBDP 2024-65, constatant que la Ville désire faire l'acquisition de bacs bleus. C'est pour les nouvelles propriétés et pour les remplacements de bacs brisés. Considérant la recommandation du directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise USD Global au coût de 13 247,50 $, excluant les taxes applicables et ce conformément à leur offre de prix datée du 23 septembre 2024, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement surplus non affectées au code budgétaire 02 451 00 689. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Derey, je propose. Merci. 3.8, engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est une démarche qui a été initiée par Abri-Nord et qui veut réunir des maires et mairesses et des municipalités à prendre un engagement à améliorer la qualité de l'eau du bassin versant de la Rivière-du-Nord. Constatant que les maires et mairesses des municipalités du bassin versant de la Rivière-du-Nord joignent leur voix pour s'engager envers la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau de leur territoire, consolidant ainsi leur souhait d'agir de manière ambitieuse à la poursuite de cet objectif commun. Considérant l'importance d'assurer un accès à une eau de qualité pour les générations actuelles et futures, considérant que la qualité de l'eau favorise le maintien d'une biodiversité saine et permet de rendre de nombreux services écologiques aux communautés, considérant la nécessité d'entreprendre des actions qui ne visent pas uniquement la Rivière-du-Nord, mais plutôt la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant, considérant l'ambition d'aller au-delà des exigences gouvernementales actuelles, considérant le souhait d'assurer la pérennité de la présente déclaration au-delà des mandats de 4 ans des élections. Il est proposé de prendre les engagements suivants, d'améliorer de manière significative et en relation avec les exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de la gestion des eaux usées dans les domaines suivants. Diminuer les débordements, dérivations sur verse. Évidemment, ça nous touche pas parce que nous n'avons pas d'usine d'épuration des eaux. Éliminer le plus possible les raccordements inversés. Réduire les apports en eau parasitaire. Réduire, lorsque possible, les réseaux unitaires. Éliminer au maximum les blocages et refoulements d'égouts, respecter les normes à l'affluent, favoriser la réduction des sources de pollution à l'émissaire. Il s'agit aussi d'optimiser collectivement la gestion des eaux de ruissellement afin de diminuer leur impact, de réduire l'utilisation et le gaspillage de l'eau, qu'elle provienne des rivières, des puits individuels, des aqueducs ou autres, de viser la conformité des installations septiques, d'élaborer une stratégie collective de mise en valeur éco-récréative de la Rivière-du-Nord et de son bassin versant en collaboration avec les parties prenantes locales et régionales. Objectif pour lequel nous serons très actifs au cours des prochains mois. D'acquérir, colliger, mettre à jour et partager les données et connaissances nécessaires pour obtenir un portrait clair de la qualité de l'eau du bassin versant de concert avec les partenaires locaux, régionaux et nationaux. De renforcer la solidarité entre l'amont et l'aval et le concept de gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant. De mutualiser nos ressources et expertises entre municipalités pour faciliter la mise en œuvre des actions contribuant à l'amélioration de la qualité de l'eau, d'entreprendre des actions visant la protection des milieux humides et hydriques, de soutenir nos acteurs locaux et régionaux, notamment les agriculteurs, dans l'amélioration de leurs pratiques et à les inclure pour faire partie de la solution. Madame Lapointe, d'adopter ici le 31 décembre 2025, on a des agriculteurs qui ont des meilleures pratiques pour la Rivière-du-Nord, on aime ça. D'adopter d'ici le 31 décembre 2025 un plan stratégique visant l'atteinte des objectifs de cette déclaration. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 4.1. On a la chance, d'ailleurs, d'avoir la directrice d'Abri-Nord qui siège sur notre comité consultatif d'environnement. 4.1. Adoption du règlement numéro 4001-2024-20, modifiant le règlement 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé afin de modifier l'annexe G, stationnement interdit sur les chemins publics. Donc, c'est une interdiction de stationnement sur la montée Saint-Rémy, donc qui mène au pont Canuta. Vous n'êtes pas sans savoir que l'accès à la Rivière-du-Nord est fort populaire et que l'accès qui a été créé sur le côté de Mirabel au pont Canuta génère une affluence assez importante. Et ça amène les gens à se stationner un peu n'importe comment sur la montée Saint-Rémy. Alors, à la demande de la ville de Mirabel, on nous a demandé d'interdire le stationnement sur la montée Saint-Rémy. Et Mirabel met en place des espaces de stationnement mieux aménagés que celui de stationner sa voiture sur l'accotement du chemin. Donc, on va en ce sens. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 4.2, dépôt et approbation de l'exposé des correctifs du barrage du lac Légaré. Considérant que la Ville, en tant que propriétaire du barrage du lac Légaré, a l'obligation légale de faire une étude d'évaluation de sécurité de ces barrages tous les 15 ans. Considérant que la Ville a mandaté en 2021 la firme Stantec Expert Conseil Limité afin de réaliser l'étude d'évaluation de sécurité du barrage du lac Légaré.
Considérant que les conclusions et recommandations de l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage du lac Légaré X000467 sont présentées dans l'exposé des correctifs, considérant que la Ville a une obligation légale d'adopter l'exposé des correctifs, considérant que la Ville doit s'engager à mettre en œuvre les 10 travaux correctifs dans les délais mentionnés à l'exposé des correctifs, il est proposé d'approuver l'exposé des correctifs déposé par la firme Stantec Expert Conseil Limité en date du 23 septembre 2024, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il y a 5 actions à poser. Il y en a 3, si je ne m'abuse, en 2025 et 2 en 2026. Madame Sénécal, est-ce que vous les avez ajoutées? Oui, merci. Donc, vous avez le tableau. Donc, d'ici le 31 décembre 2025, fermeture du barrage à l'accès public en attendant la solution retenue pour la mise aux normes. Donc, ça va être un changement parce que les gens dans le secteur adorent faire une marche autour du lac et emprunter le barrage. Donc, on va avoir la responsabilité de s'assurer que l'accès est fermé. Ajouter de l'enrochement en aval du barrage sur les 2 extrémités de berge afin d'améliorer la stabilité du barrage aux extrémités. Faire une étude de concept afin de déterminer la meilleure solution technique pour stabiliser le barrage et éliminer les défauts causés par les couches de remblai dans le béton. Donc, c'est un ouvrage artisanal, le barrage du lac Légaré, qui a été réalisé, fait, réparé par la très, très bonne volonté des citoyens de la ville de Saint-Colomban. Ceci dit, depuis quelques années, le ministère a renforcé, depuis qu'il y a eu des barrages finalement qui ont cédé, ils ont renforcé vraiment beaucoup la surveillance des barrages puis les obligations des propriétaires de barrages. Donc, évidemment, la ville, avec les années, a récupéré ces barrages-là, puis on doit se soumettre aux recommandations et aux directives. Donc ça, c'était pour le 31 décembre 2025. Pour le 31 décembre 2026, avant. Donc, des plans et devis selon le concept retenu pour appel d'offres pour la réalisation des travaux. Donc, en quelques années, ce serait notre 3e barrage sur lequel on ferait des travaux. On a terminé le lac Lheureux l'an dernier, ou au printemps. Et là, on est en processus de réfection du barrage du lac Gauthier. Donc, le lac Légaré serait le prochain. Et en 2, mise aux normes du barrage en procédant au remplacement partiel ou complet de celui-ci selon la solution retenue dans l'étude de concept. Donc, ce sont les points principaux. Il y a un élément un petit peu plus bas. Là, ça, c'est des activités de surveillance. Là. C'est un peu normal. Là. C'est de se doter vraiment d'un plan de surveillance bien établi dans un calendrier. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Étienne Aubin. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez couper mon micro? Pas encore. « 4.3. Approbation et autorisation de signature d'un avenant dans le cadre du contrat relatif au déneigement des glaçages et à la fourniture des matériaux pour une partie de la montée de l'église. C'est un contrat qu'on a avec le ministère des Transports pour l'entretien du secteur de la montée de l'église qui est sous sa juridiction. Donc, entre le pont de la Rivière-du-Nord, sur Montée de l'Église, jusqu'à Côte-Saint-Paul. Donc, il est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 dans le cadre du contrat relatif au déneigement des glaçages et à la fourniture de matériaux pour une partie de la Montée de l'Église et d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'avenant numéro 1 déneigement des dispositifs de retenue aux abords de route avec le MTMD. La modification, finalement, c'est l'inflation du contrat. Donc, nous, on vient ajuster les coûts. Donc, à chaque année, il faut faire une modification en vertu de l'année précédente qui est applicable à notre contrat parce que ce qu'on fait, finalement, c'est permettre à notre entreprise de déneiger Montée de l'Église. Mais cette portion de facture-là, on l'envoie au ministère des Transports. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, j'ai proposé. Merci. 4.4, modification numéro 2 du contrat relatif au service professionnel pour le prolongement de la rue de l'Accueil, TPDP 2020-371. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif au service professionnel pour le prolongement de la rue de l'Accueil lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 au montant de 18 790 $. Considérant que des honoraires professionnels supplémentaires sont nécessaires à la réalisation du dit contrat, il est proposé d'autoriser la modification numéro 2 du contrat relatif au service professionnel pour le prolongement de la rue de l'Accueil, TPDP 2020-371. Donc, c'est une deuxième modification. Donc, le contrat initial à 18 790 nous avions fait une modification à 8 400 $. Là, on vient refaire une modification à 19 900 pour un total de 47 090 $. Ce qui s'ajoute, là, c'est l'obligation de réaliser un bassin c'est-tu sédimentation, de rétention, M. Comeau? Rétention, hein? Ah, je vous prends au dépourvu. C'est rétention, hein? Oui. C'est ça. C'est les deux. Ouais. Merci. Donc, c'est pas des choses qu'on avait ciblées dès le départ.
Donc, il y a eu une modification au niveau de la loi sur la qualité de l'environnement. Puis là, c'est une gestion d'eau qui est supplémentaire, qui n'avait pas été prévue en 2020. Donc, il faut modifier vraiment la conception de la rue pour prévoir un bassin de rétention et de sédimentation pour qu'on traite finalement l'eau qui est générée par le prolongement de la rue. Donc, il est d'inviter cette défense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 370 711. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 4.5, octroi de contrat, service professionnel et en ingénierie civile pour la réalisation de plein de vie et surveillance partielle relatif à la reconstruction d'une partie du chemin de la rivière du Nord. Ça va faire des heureux, ça. Entre la rue Pérideau et la Montessé, ING DP 2024-061. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel en ingénierie civile pour la réalisation de plein de vie et surveillance partielle relatif à la reconstruction du secteur nommé. Considérant que le directeur du service de génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Équipe Laurence, Groupe Civitas, Phoenix Innov, Laurentide Expert Conseil, Apex Expert Conseil. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. On a eu 3 prix. Équipe Laurence, 75 550 Groupe Civitas, 77 575 et Apex Expert Conseil, 110 000 Considérant la recommandation du directeur du service de génie, il a proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Équipe Laurence au montant de 75 550 excluant les taxes applicables et ce conformément à l'offre de prix datée du 4 octobre 2024 et d'inviter cette dépense aux activités d'investissement règlement 2044 au code budgétaire 22 383 711 projet 2024-21. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer avec Merci, plaisir. Mme Scriven. Merci beaucoup. 4.6, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, dossier ZZV29947, 60, on dirait Bibi, 75005, 2024-426-019 du gouvernement du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a pris connaissance des modalités d'application du projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que les travaux admissibles au PRVL se sont réalisés durant l'année 2024, considérant qu'un montant de 64 092 a été dépensé dans le cadre des 10 travaux, considérant que la Ville de Saint-Colomban souhaite appliquer l'aide financière reçue dans le cadre du PRVL, représentant un montant de 19 366 aux travaux admissibles, considérant le formulaire V-0321 dûment complété par la directrice du service des travaux publics, et d'autoriser il est proposé d'autoriser que le conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban approuve les dépenses en date de ce jour au montant de 64 092 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles. Donc, ça touche 2 rues, la rue Mathieu et la rue Montcalm. Ça, ce montant-là, c'est le résiduel de la réforme Ryan pour les gens qui sont un petit peu plus âgés. La réforme Ryan, c'est un geste qui a été posé par le gouvernement du Québec pour envoyer dans la cour des municipalités plusieurs chemins qui étaient de propension provinciale. Et avec ça, avait été signée une entente incroyable pour les municipalités de financement qui n'a jamais été indexé depuis les années 80. Donc, ce 19 000 $-là, vous comprenez aujourd'hui qu'il ne sert pas à faire grand-chose, mais on ne peut pas le refuser. Donc, on le prend puis on l'affecte à des projets. Ouais. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 4.7. Autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux PAFMAN. Ça concerne, c'est un programme de subvention qui vient couvrir jusqu'à 50 % des coûts d'un barrage municipal s'il n'a pas excédé une dépense de 500 000 $. Et ça vient à une subvention maximale de 333 000 $, si je ne m'abuse. C'est 60 %, hein? C'est pas 50 %. C'est ça, 60 % de 500 000 $. Donc, pour votre information, le projet du Lac-L'Heureux, on a atteint un montant de 1,7, 1,4 million. Un petit peu moins qu'1,3. Donc, c'est un programme qui ne couvre pas l'entièreté des dépenses des barrages actuellement. Mais encore une fois, on n'a pas les moyens de se priver d'un 333 000 pour alléger la dépense qui est encourue. Et c'est le seul programme de subvention québécois qui demande à ce que les travaux soient réalisés avant de recevoir une subvention. Donc, c'est particulier. Mais à ce jour, le gouvernement du Québec n'a jamais refusé d'accorder une subvention pour un barrage. Ils sont actuellement en négociation pour le renouvellement d'un programme, puis on fait beaucoup de pression, parce que vous le voyez, on a d'autres barrages, on fait beaucoup de pression pour que ce seuil-là soit revu, parce que le seuil qui a été fixé à l'époque, c'était peut-être bon, 500 000, mais vous le savez, la pandémie a généré une augmentation des coûts généraux des projets. Nous, on souhaite que les programmes suivent pour que ce ratio-là demeure. Donc, là, on a fait la preuve, notamment avec
avec les cabinets, notamment avec des employés des ministres, avec les unions municipales, pour démontrer que le 500 000, là, il n'y a plus beaucoup de barrages qui se font à ce prix-là. Donc, considérant que la Ville de Saint-Colomban a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PAFMAN, considérant que l'ouvrage de propriété municipale visé, donc comme je l'ai dit, barrage du Lac-L'Heureux, est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le répertoire des barrages du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que le niveau des conséquences en cas de rupture du barrage visé est égal ou supérieur à moyen, considérant que le ministère a approuvé l'exposé des correctifs de la Ville en vertu de l'article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages, considérant que la Ville a obtenu du ministère une autorisation de modification de structure de reconstruction, de démolition partielle ou complète en vertu de l'article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages et qu'elle a réalisé les travaux correctifs prévus, considérant que la Ville désire présenter une demande d'aide financière au MEL-CCFP dans le cadre du projet volet 2 du PAFMAN visant les travaux correctifs réalisés sur le barrage visé. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN, que M. Sylvain Comeau, directeur général adjoint, soit autorisé à signer tous les documents requis pour la demande d'aide financière relatifs aux travaux correctifs du barrage visé par la présente résolution dans le cadre du volet 2 du PAFMAN. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Urbain, je vais proposer. Merci, M. Urbain. 6.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Il est proposé d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de stratégie jeunesse en milieu municipal du gouvernement du Québec et d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 6.2, en lien avec le point présenté par Mme Rabé-Beaulieu en début de séance. Autorisation au centre d'entraide de Saint-Colomban de procéder à la tenue des barrages routiers afin d'amasser des fonds pour la guignolée de Saint-Colomban. Considérant que le centre d'entraide de Saint-Colomban désire amasser les fonds, on a une permission à donner pour que ça soit mis en œuvre. Donc, 5 sites, chemin de la Rivière-du-Nord et rue du Boisé, chemin de la Rivière-du-Nord et la Jeunesse, montée de l'Église et Côte-Saint-Paul, Côte-Saint-Nicolas et Montée-Filion, et mon intersection préférée, la Côte-Saint-Nicolas et la rue La Montagne. Donc, considérant la présence assidue de l'organisme aux différents événements de la Ville, considérant qu'en vertu du règlement 1011-2019, version 2, concernant la qualité de vie abrogeant et remplaçant le règlement 1011, l'autorisation du Conseil municipal est requise. Il est proposé d'autoriser le centre d'entraide de Saint-Colomban à tenir des barrages routiers dans le but d'amasser des fonds lors de la guignolée du 16 novembre 2024 ou le 23 novembre 2024 en cas de forte intempérie de 8h30 à 16h. Ça me permet peut-être d'ajouter que au cours des dernières années, on a beaucoup resserré les permissions parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de sollicitations auprès des intersections pour différentes causes. Puis on a décidé vraiment de prioriser ce moyen-là pour la guignolée spécifiquement. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer avec plaisir, mais je vais inviter les gens à valider comme l'heure de la guignolée. Là, on a 2 heures différentes dans mon mot d'entrée. L'heure est bonne. C'est que nous, on permet l'installation, la permission plus large. Parfait. À eux ensuite d'en profiter ou pas. Je le propose, merci. Merci beaucoup. 6.3. Dépôt de la démission de Mme Diane Coursol à titre de membre du comité consultatif de la politique de la famille, des aînés et des personnes handicapées. Mme Coursol était la présidente du club d'âge d'or de Saint-Colomban. Donc, c'est un dépôt. 7.1, autorisation de signature, concours d'architecture pluridisciplinaire, convention de service professionnel du lauréat. Bien, comme vous le savez peut-être, la semaine dernière, c'est bien ça, la semaine dernière ou celle d'avant? 2 semaines, non, peu importe. Le temps file. Il y a 2 semaines? Merci. C'est bien il y a 2 semaines? Moi, comptez pas sur moi, les jours passent plus vite que la vie. Autorisation de signature. Donc, on a octroyé, on a dévoilé finalement les planches pour la construction de la nouvelle bibliothèque Créalab, salle polyvalente qui verra se construire en face de l'école Laurier-des-Bois. Donc, c'était le résultat d'un concours qui était l'initiative qui venait avec la subvention pour un projet de plus de 5 millions. Donc, le ministère de la Culture et des Communications impose la tenue d'un concours si le projet architectural qui reçoit une subvention va au-delà de 5 millions de dollars. Ceci dit, le concours, ça a été vraiment une très, très belle expérience si on voit le résultat qui a été rendu. Ça a mobilisé des firmes d'architectes vraiment intéressantes. Puis ça leur a permis de proposer 4 propositions. Puis c'est un jury qui est venu déterminer la firme gagnante. Puis le concours, il vient récompenser les gens qui mettent beaucoup de temps à la réalisation ou la mise en œuvre d'un plan fonctionnel et technique en proposition architecturale.
Donc, c'est un moyen qui permet d'avoir une meilleure qualité architecturale parce que les gens qui passent du temps à définir et à développer le projet, bien, ils ne repartent pas bredouilles s'ils ne remportent pas le contrat. Il y a quand même une rémunération qui va avec ça. Puis, qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? Au départ, il y a eu 14 firmes intéressées. De là, il y en est ressorti 4 finalistes. Et de ces 4 finalistes, il y a eu un gagnant. Donc, ce qui est projeté derrière moi, c'est le projet qui a été retenu par un jury qui était composé d'employés de la ville, d'architectes et d'autres spécialistes. Donc, il n'y avait pas d'élus, ingénieurs, effectivement. Puis, c'était appuyé par un comité technique pour s'assurer que tout ce qui avait été inclus dans le programme fonctionnel et technique était bien, on le retrouvait bien dans la proposition. Donc, ce qu'on a présenté il y a 2 semaines, c'était la firme gagnante avec les différentes planches, donc les propositions là, que le site va offrir. Puis je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment la capacité à jouer avec l'intérieur et l'extérieur, puis l'intégration d'un bâtiment à haute saveur architecturale dans un concept forestier. Donc, Saint-Colomban, c'est une ville qui a été développée à l'intérieur de la forêt. Ce que nous, on trouve intéressant, c'est que ce site-là va aller s'implanter dans un site qui a été déboisé pour être un terrain de soccer. Et la firme nous a proposé un reboisement ou une renaturalisation du site qui va permettre vraiment l'appréciation intérieur-extérieur. Puis, tu sais, fait à noter là, la lucarne intérieur-extérieur, où il y a l'agora, où on pourra faire des heures du compte. Donc, c'est vraiment un bâtiment multigénérationnel, puis on le voulait multi-usage. On est en manque de salles polyvalentes. Là. Pour ceux qui cherchent à louer des gymnases présentement, c'est impossible. Ils sont tous occupés. Les salles aussi que nous avons, c'est tous occupé. Elles sont toutes occupées. Le Créalab aussi, c'était une volonté du conseil municipal de permettre le développement de plusieurs savoirs à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, le programme classique d'une bibliothèque, c'est de partager de la documentation, des ouvrages, des livres, des documentaires, des revues. Mais maintenant, une bibliothèque, c'est un lieu de partage de savoir qui excède bien au-delà la consultation de périodiques ou de documents. Donc, on veut vraiment que ce soit un lieu où on va pouvoir développer des compétences puis partager du savoir. Puis le Créalab va venir compléter ou ajouter à cette offre-là qui va être proposée à la population. Donc, que ce soit des studios d'enregistrement, des studios podcast, des studios de montage vidéo, des imprimantes 3D. On parle même des machines à couture très, très bien développées. C'est ce qu'on voit dans d'autres Créalab. Ça reste à déterminer. On a les grandes lignes. Mais on a un studio d'enregistrement de musique aussi, fait qu'on veut vraiment là, permettre à la population de profiter d'installations que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir dans sa propre maison. Donc, tout ça pour dire que les membres du jury ont désigné à titre de lauréat du concours d'architecture pluridisciplinaire pour la construction de la nouvelle bibliothèque l'équipe Agence Spatiale plus BGLA Architecture Design Urbain, accompagnée de Parallèle 54, qui est la firme de génie civil, Embionnaire et Options Aménagement. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence, la greffière, à signer la convention de service professionnel du lauréat. Puis les professionnels qui ont travaillé sur ce projet ont exprimé là, ouvertement le souhait d'intégrer beaucoup d'artisans locaux pour que vraiment là, on puisse implanter une saveur locale au bâtiment. Donc, les architectes, ils vont probablement diffuser des messages. Ils veulent travailler avec les gens de la place pour qu'il y ait vraiment une appropriation à l'intérieur du bâtiment, que ce soit au niveau artistique, architectural, dans la conception, dans les matériaux utilisés. Donc, les architectes, ils vont vraiment avoir l'esprit ouvert pour faire bénéficier ça à la population puis qu'on soit capable de ressentir vraiment l'implication de la communauté dans le bâtiment. Est-ce que quelqu'un me propose? Jessica Rabibeau-Lieu, j'aimerais le proposer. Merci, Mme Rabibeau-Lieu. 7.2, autorisation de poser la candidature de la Ville de Saint-Colomban dans le cadre du concours des prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ça dit tout. On vient autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à déposer la candidature de la Ville de Saint-Colomban. C'est en l'honneur de toute l'offre de services que le service de la bibliothèque et de la culture a développé pour les 0-5 ans. Donc, c'est ce que la directrice souhaite déposer afin de peut-être remporter un prix d'excellence. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibeau-Lieu, je le propose. Merci. Dernier point, 7.3, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet Culture et Inclusion. Volet A, organisme culturel. Il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention
dans le cadre du programme Appel de projet Culture et Inclusion, volet A, organisme culturel du gouvernement du Québec, et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Ça, c'est le projet d'inclusion inversée. Hein. Donc, c'est un projet qui cherche à attirer les gens qui, normalement, se sentent exclus d'un lieu public et de renverser, finalement, le fardeau de l'imposture dans un lieu public. Donc, quelqu'un qui souffrirait d'un handicap, qui soit psychologique ou physique, souvent une résistance à fréquenter un lieu public par crainte de déranger. Donc, le projet, ce serait d'inverser le fardeau de l'imposture. Je pense que c'est une bonne façon de le dire. Donc, c'est permettre à ces gens-là de se sentir accueillis et non pas d'avoir le sentiment d'être de trop dans un événement qui n'est pas développé pour ce type de personnes-là. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. Ça nous amène à la période de questions, période d'intervention du public. Donc, même processus, on se présente au lutrin, on se nomme, on nous indique, on aime savoir sur quelle rue vous habitez. Vous n'avez pas besoin de nous fournir votre adresse, mais c'est simplement pour nous permettre de nous situer sur le territoire. Par respect pour les gens qui se déplacent, on privilégie les questions en salle avant d'aller en ligne. Donc, vous pouvez poser vos questions. Une fois qu'on a épuisé les questions dans la salle, on va aller en ligne, donc sur la page Facebook, répondre aux questions que les gens nous écrivent. C'est la même procédure en ligne. Il faut se nommer, il faut avoir un nom réaliste. Et nous indiquer aussi, et indiquer à la webmestre, qui est Mme Sénécal, sur quelle rue vous habitez. Donc, on commence avec vous, M. Demé. Merci. Joël Demé, rue des Gets Bleus, secteur 1. Je vais lancer une invitation, en fait, pour la population qui serait intéressée à faire du bénévolat. Il y a un salon du bénévolat qui est à sa 2e ou 3e édition à Saint-Jérôme, qui aura lieu le jeudi 17 octobre. Il y a une centaine de possibilités de bénévolat qui seront offertes, que ce soit en défense d'environnement, éducation, activités sociales. On bénéficie en fait du travail de ces bénévoles ici à Saint-Colomban, que ce soit à la Popote roulante ou bien on commence cette année la lecture aux enfants à l'école du Triolet. Enfin, on a un certain nombre d'activités qui nécessitent des bénévoles. Et je sais aussi qu'il y a des bénévoles des gens qui aimeraient faire du bénévolat et qui ne savent pas où aller. Ouais. Alors, c'est là où il faut aller. Au Salon du bénévolat. C'est au quartier 50+. C'est au quartier 50+, de 10h à 16h. Quartier 50+, 10h à 16h, le jeudi 17 octobre. Est-ce que c'est organisé par la CDC ou C'est organisé par le CAB, le Centre d'action bénévole. Oui, c'est ça, de Saint-Jérôme. De Saint-Jérôme, oui. Mais qui est ouvert. Mais ça recouvre toute la MRC. Oui, exact. Ainsi que le nord de Mirabel. Mirabel en haut et Saint-Canot. Merci. Merci, M. Demé. Bonjour, Jacques Gadebois, je suis sur la rue La Rivière. J'aimerais juste, ma demande serait de faire partie du dossier de cette rue pour un dos d'âne. Je me suis aperçu qu'au mois de juillet, qu'il y avait l'installation d'un dos d'âne. Dès que je me suis mis à fouiller un peu le dossier, il y a eu une couple d'erreurs. Et chanceux, je suis à la retraite, mais ça fait une couple de fois là, qu'il se passe des choses un peu spéciales. J'ai eu un très bon accueil de la part de vos deux conseillères, sauf que l'avant-dernière intervention, je me suis présenté à la voirie parce qu'on m'avait dit qu'on ne poserait pas le dos d'âne, qu'il y aurait une nouvelle étude parce que les données que vous aviez étaient erronées. J'ai rencontré un monsieur, et le monsieur, lui, venait poser le dos d'âne le lendemain. Là, j'ai dit, non, regarde, c'est supposé d'avoir une autre étude. Ce qui n'a pas été fait, par contre. Ce qui n'a pas été fait grâce à M. Como. Oui, mais... Sauf que, juste terminé, sauf que quand j'étais à la voirie, première chose qu'on m'a dit, il va aller voir M. Como. Je suis retourné voir M. Como, et M. Como a fait une bonne intervention. Hier, je arrive à la maison, je suis à la maison. Il n'y avait pas un dos d'âne. Il n'est pas faire une base à ralentissement. Et non. Okay. Mais sauf qu'hier, ils viennent installer un panneau
pour la lecture. Fait que ça, j'ai pas trouvé ça. Ouais. En plein centre de mon terrain, face à la vitre, au lieu de mettre ça sur la ligne mitoyenne avec mon voisin. Là, je suis obligé d'aller voir le gars, puis de dire à monsieur Lavoirie, je dis, écoute, pourquoi tu ne le mets pas 50 pieds en avant, là? Je ne l'aurais pas dans le visage, tu sais. Je trouve que c'était un drôle de dossier. Moi, j'ai appelé au service de police de Mirabel. Il n'y a pas eu de plainte de fait. Il n'y a pas eu de surveillance routière de fait depuis le 2020. Il y a d'autres possibilités. Moi, j'ai travaillé 3 ans sur les plaintes. Donc, je vous demande si ce serait possible pour ce dossier-là de travailler conjointement avec les gens responsables. Si on regarde sur la rue La Montagne, la limite est de 40. Si on regarde, j'ai même regardé sur la rue des Diamants, à Mirabel en haut, c'est 40, sauf dans le secteur où il y a le parc. Je me suis envenu tantôt, on passe de 70 à rue Saint-Paul à 50. Et là, vous demandez aux gens de rouler à 30 à Mirabel, sur la rue de la Rivière, et vous leur demandez de pas rouler. Fait que là, vous voulez mettre un dos d'âne. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas à ce niveau-là. Là. Ma conjointe, aujourd'hui, s'est envenue sur Saint-Nicolas à 50. Elle s'est fait coller dans le derrière. Elle me dit, il y avait à peu près 8 chars, dont un truck de la ville, puis ça poussait. Fait que c'est sûr que les gens, quand ils arrivent de sa rue Saint-Nicolas ou quoi que ce soit, moi-même ce soir, avec une chance qu'on avait le panneau d'indication, je me suis installé avec mon véhicule pour regarder ce qu'il avait. Et les gens rentrent sur la rue La Rivière à environ 35-40 km à l'heure, puis là, ça continue. Moi, l'arrêt où vous voulez la mettre, il est beaucoup plus loin qu'à l'entrée. On a suggéré de mettre un dos down, parce que vous voulez absolument en mettre un, de mettre un dos down au niveau des boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, il y a 126 personnes. Ça fait 128 maisons plutôt que ces boîtes aux lettres-là desservent. OK? Également, mon deuxième voisin, qui a fait une plainte pour être là, il a fait la plainte au mois de mai. Il n'y a encore personne qui l'a rappelé. Je pense que j'ai avisé les 2 conseillers. Il n'y a pas eu de retour encore. Je trouve ça un peu spécial. J'aimerais ça être capable d'être impliqué dans ce dossier-là, de voir ce qu'on peut faire, d'avoir un suivi, puis de ne pas toujours avoir de surprises, parce que là, je suis chanceux. Là, ça fait 2 fois là, qu'il arrive des choses, puisque je peux me revirer assez vite parce que je suis à la maison, mais je ne suis pas toujours à la maison. Là. Oui, mais vous dites beaucoup de choses, là, M. Gadebois. Oui. Juste régler peut-être la question du radar de sensibilisation. Là, en fait. Oui. C'est de ça qu'on parle. Oui. Évidemment, il y a des conditions pour l'installer. Là. Ça prend l'existence d'un poteau électrique, qu'on ne peut pas le mettre n'importe où. OK. Parce que, je m'excuse de vous interrompre, ouais. C'est une base de ciment, parce que ces poteaux sont l'autre bord. OK. Donc, non, c'est ça. Fait que lui, on pouvait effectivement, vous avez raison, s'il arrêtait sur un bord, j'aurais Normalement, compris. c'est ça. Mais on en a un, je pense, qui est sur... On en a deux qui sont... Ouais. On en a 24, fait que j'avais une chance. Non. Il n'y a pas de trouble. Non, puis je comprends que vous n'êtes pas sur les lieux aussi. Là. Ça, non, je comprends ça, il n'y a pas de trouble là. Dans ce sens-là, évidemment, c'est un secteur qui est visé. Puis dans l'installation du radar de sensibilisation, bien évidemment, c'est le secteur en amont, en aval, puis ça a quand même, vous le savez, là, une saisie de données qui est quand même une bonne portée. Puis c'est clairement la section de la rue de la rivière qui est ciblée. Là, ensuite, la bosse de ralentissement, est-ce qu'elle va être installée où il y a les boîtes aux lettres? Initialement, c'était supposé être... face à chez nous. Face à chez vous. Là, il y a eu une autre interprétation. Je pense qu'il y a eu l'analyse de données qui a été faite par le comité de sécurité routière qui a plaidé en votre faveur. Mais là, à ce stade-là, moi, c'est vraiment le comité de sécurité routière qui traite le dossier. Puis l'implication citoyenne, c'est pas quelque chose qu'on privilégie, honnêtement, là, actuellement, parce que votre voisin, il pourrait se plaindre de vitesse. Vous pourriez demander est-ce que ça roule plus vite. On entend toutes les versions actuellement. Puis quand on a décidé d'instaurer un comité de sécurité routière, c'était pour objectiver vraiment la démarche puis de se doter de critères qui sont facilement analysables. Par exemple, un degré de visibilité, est-ce qu'il y a une courbe prononcée, est-ce qu'on est dans une pente. Donc, il y a différents critères. Puis le radar de sensibilisation, il ne fait pas juste, vous le savez, là, saisir la vitesse. Là, il vient collecter le débit aussi. Quand les gens roulent vite, quand les gens respectent la vitesse.
sont où les heures de pointe. Donc, les gens, souvent, ils vont voir le 37, 42, 64, 84 km/h. Mais à l'intérieur de ça, on nous donne beaucoup d'autres informations qui servent à la prise de décision, qui incombent au comité de sécurité routière, qui vient faire une recommandation au conseil. Je ne sais pas si, mesdames, vous voulez ajouter quelque chose? Bien, moi, je suis au fait du dossier. C'est sûr que vous me permettez que... Oui. En fait, je suis au fait du dossier, là, M. Gadebois, autant que ma collègue Mme Danielle Derèche. C'est sûr que le radar, là, c'est vraiment temporaire. Là. Normalement, entre 1 et 3 semaines, là, et normalement, les données sont collectées. Là, fait que c'est vraiment temporaire. Ça ne sera pas permanent, puis ça ne passera pas tout l'hiver là. Il y avait peut-être... C'est sûr qu'un radar, ça collecte les deux côtés aussi. C'est important que vous le sachiez. Là. Même s'il y en a juste un d'un côté, on collecte les deux côtés. OK. Après ça, je crois qu'on peut... Quand je vous parle de peut-être vous assister, là, moi, j'ai été là 1 heure, ce soir, à 4 heures, parce que je ne voulais pas arriver ici, là, je voulais savoir de ce que je parlais, là. Et je vous dirais que le radar, présentement, ne capte seulement que d'un côté. L'autre côté, il n'affiche pas. Non, il n'affiche pas. On le sait qu'il n'affiche pas. Mais pourquoi à ce moment-là, quand tu arrives de Saint-Nicolas, il va afficher, puis sur l'autre bord, il n'affiche pas, alors que la première journée, il affichait? Est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon? Je ne sais pas. C'est ça que je vous dis que ce serait intéressant, d'être capable d'appeler, de dire, ça, c'est-tu correct? Est-ce qu'il prend les deux côtés? C'est à ce niveau-là que je vous dis que ce serait intéressant d'être impliqué, là, dans le sens de dire, moi, je peux surveiller. Je vous dirais... j'ai avisé quelqu'un, je ne veux pas l'identifier dans le sens là. Et le monsieur a dit oui, tu as raison. Je vous dirais que ce soir, j'ai pris des photos, des vidéos, des autobus. Il n'y a pas un autobus qui respecte la loi. C'est pour ça qu'on documente, M. Gadebois. Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est parce que dans le radar, vous ne l'aurez pas, ça, monsieur-là. Monsieur le maire, vous n'aurez pas. Autobus, nous, on ne distingue pas l'autobus, camion, livreur, voiture. Mais déjà, c'est la proportion des gens qui respectent ou pas la vitesse qui vont déterminer si on a besoin de mettre une bosse de ralentissement. Si on met un radar puis on nous indique que 90 des gens respectent la vitesse, on ne mettra pas une bosse de ralentissement, on n'a pas de geste à poser. C'est dans ce sens-là qu'on agit. Si on a un taux, par exemple, de 60 des gens qui excèdent le 40 km/h, c'est là qu'on va déterminer que l'ajout d'une bosse de ralentissement va être pertinente parce qu'assurément, il y a une problématique de gestion de vitesse sur cette rue-là. OK. Moi, ce que je veux savoir, parce que remarquez bien que c'était complètement à l'autre bout de la rue, là, mais la moyenne de vitesse était de 35 sur l'autre rapport. Fait que c'est pour ça que je vous dis, est-ce que je vais falloir que je demande la loi de l'accès à l'information pour avoir droit à cette lecture-là et être capable de voir c'est quoi, puis pour me convaincre? C'est ça que je veux dire. Là. Pour vous convaincre. C'est parce que là, on ne sait rien. M. Gadebois, si on a des données, là, on ne dépense pas de l'argent pour rien. Là. Si on a des données qui viennent justifier l'implantation d'une bosse de ralentissement permanente parce qu'on remarque qu'il y a un pourcentage de gens qui ne respectent pas la limite de vitesse puis ça crée une situation dangereuse sur la rue La-Rivière parce qu'il y a des enfants, il y a des gens qui marchent de Champfleury jusqu'au trottoir de Montéfilion. Il y a quand même... moi, je l'ai fait en porte-à-porte, ce secteur-là, puis les gens, ils se plaignaient beaucoup de la vitesse. Là. Vous n'avez pas à... vous avez droit à votre opinion, là, puis je la respecte, là, mais nous, on regarde le portrait global. Là, si on ne nous illustre pas qu'il y a une problématique avec les données, on va les mettre ailleurs, les bosses de ralentissement, vous pouvez être certain. Quand la décision a été prise, je ne sais pas quand, là, et puis qu'ils sont arrivés au mois de juin, c'est drôle, quand j'ai regardé le dossier, il y avait 2 données qui n'étaient pas bonnes. Fait que, mais selon vous? Non, ça a été vérifié, monsieur, parce que la donnée de vitesse était prise complètement à l'autre bout de la rue, et c'est pour ça que vous refaites une étude. Et ensuite, dans le rapport de monsieur, j'ai son nom ici, là, l'employé de la ville. L'employé de la ville, il marquait qu'il y avait une bosse temporaire. Puis c'est pas vrai, ça faisait 3 ans que la bosse n'est plus là. Ça faisait à un moment donné. Pour moi, ça, c'est des données qui sont pas bonnes. Et ces décisions-là se prennent là. Madame Darèche, elle nous appelle pour me dire, bien gentil, là, elle m'appelle et elle me dit, il n'y en aura pas de bosse. Je suis là, j'étais obligé d'aller voir M. Comeau. Là, vous me dites que le dossier est bien suivi. Non, et puis on me dit... En fait, je n'ai pas répondu tantôt, mais j'aurais dû. L'histoire de la bosse, c'était clair ici qu'il n'y en aurait pas. C'est le message entre la ville et l'entrepreneur qui n'avait pas été fait. Ça n'a quand même pas été fait. Là. Si moi, je ne suis pas là... Il l'aurait défait. Oui, mais c'est 3 000 $, monsieur. Là. Non, on ne l'aurait pas payé. On avait dit qu'on ne la voulait pas. Parce que lui, il n'a pas eu de message. Ensuite... Il y avait eu le message. C'est son contremaître sur le terrain qui avait OK, bien, en tout cas, son contremaître, probablement. Ça se peut. Je n'irai pas jusque-là. Et je me demande comment ça se fait que mon deuxième voisin, qui malheureusement travaille ce soir,
Il a fait une plainte au mois de mai, puis il n'y a pas personne qui le rappelle pour sa plainte. Et ça, on en avait parlé l'autre fois. Oui, je vais juste vous dire, M. Godbois, en complément d'information. Oui. J'ai rejoint les gens, vos voisins. J'ai eu des appels aussi concernant des gens qui s'inquiétaient qu'il devait y avoir une bosse éventuellement, puis que là, ça a été reporté. Je les ai expliqué qu'il va y avoir d'autres Analyse. d'autres analyses qui vont se faire par rapport à l'entrée de la ville. Mais les voisins, je les ai quand même appelés, j'ai fait des suivis, j'ai eu plusieurs appels et j'ai fait des suivis avec ces gens-là. Il y en a qui en veulent, des bosses de ralentissement permanentes. Vous en voulez pas. Écoutez, nous, on va faire nos analyses par rapport à ça, puis il va devoir arriver ce qui va devoir arriver. Mais tu sais, clairement, on s'est sorti d'un sondage de popularité en gestion de sécurité des rues résidentielles. Puis tu sais, quand vous me dites que le service de police n'a pas fait d'opération de surveillance, là, c'est parce que nous, on veut que le service de police se concentre au niveau de la surveillance de la vitesse sur les axes principaux. OK. Les rues résidentielles, on veut s'en occuper en régularisant le débit à la vitesse qui est inscrite. Puis ça, on y arrive avec l'implantation de bosses de ralentissement. On a des beaux succès dans les quartiers. Ouais. On a des secteurs où les plaintes ont diminué, puis les gens se sentent plus en sécurité. Mm-hmm. Mais quand vous me dites ça, je suis d'accord. Vous-même, vous avez dit à la réunion du mois de septembre que les bosses sont faites... C'est bien, vous écoutez, c'est bien. Non, c'est ça. Je me dis, je fais mes devoirs. Vous avez dit à un moment donné, lors de l'intervention, comme ça, que les bosses étaient faites pour que les gens passent dessus entre 25 et 30 km à l'heure. Un petit peu plus vite que ça. Bien, c'est 30 km à l'heure, chez nous, du secteur. Oui, mais tu sais, les spectres de conception des bosses, là, sont faits pour ne pas freiner si on va à 30-35 km/h. Puis juste pour venir pour le voisin, ce que je vous dis, c'est que lui, il n'a pas été appelé. Si vous me dites qu'il a été appelé, en tout cas, moi, oui, je l'ai reparlé à 4 heures. Après notre intervention ensemble, oui, je l'ai appelé. J'ai fait le tour avec le voisin, les voisines d'en face et d'autres personnes qui m'ont appelé. Tout à fait. Je l'ai appelé, puis il m'a remercié. C'est là que tu travailles à soir, parce que j'aurais aimé ça que tu sois ici pour vous dire que lui, il n'a pas été appelé. Peut-être qu'on ne parle pas des mêmes. Non, c'est celui qu'on a rencontré. Pardon? C'est lui qu'on a rencontré? Oui. Ben oui, je l'ai appelé. Mais tout à fait. C'est pas si vite ce soir, mais c'est bon, je vais lui faire le message. On est dans un cas typique de oui-dire. Oui, non, mais... Donc, sans le témoin précis, on n'arrivera pas à une conclusion. C'est juste pour vous dire que moi, j'ai avisé des gens, personnellement, ça a fonctionné. Tant mieux. Vous voulez dire ceux qui roulent vite? Oui, parce que des fois, quand je prends mon café, je prends le café en avant. Très réceptifs, les gens. Ce monsieur-là, en tout cas, il était très, très réceptif. Vous êtes chanceux, c'est pas toujours comme ça. Une façon d'aborder les gens. C'est peut-être votre passé qui est convaincant. Il ne me connaissait pas. Non, je vous dirais qu'il ne me connaissait pas. Fait que donc, c'est tout ça pour dire que, regardez, moi, c'est ça, j'en veux pas chez nous, parce que c'est extrêmement bruyant. C'est pas au même type qu'une bosse de ralentissement temporaire. C'est bruyant, monsieur. Moi, présentement, on a juste une craque dans la rue, là, puis j'ai des contracteurs avec des échelles, on les entend dans la cour en arrière, mais là, je ne peux pas demander à la ville de remplacer ou de mettre. Mais si vous mettez une bosse, ça va être encore pire. Je vous dirais qu'à Mascouche, ils n'en posent pas de bosse, et à Longueuil, des fois, ils en posent et ils les enlèvent parce que les gens se plaignent du bruit. Fait que c'était mon point de vue. C'est gentil de venir me partager, M. Gadbois. Mais la façon que vous me parlez, c'est que nous, on ne saura pas d'où ce que ça va. C'est ce que vous me dites. Moi, je vais y aller de surprise en surprise. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ben non. Le comité de sécurité routière vient analyser. Puis, déjà, en reportant la décision, il se donne du temps pour s'assurer de bien l'implanter au bon endroit. OK. Oui. Mais est-ce que c'est possible de venir me voir et de m'expliquer avant que la décision se prenne ou avec les travaux? Moi, je vais faire confiance à Mme Derèche de s'assurer de faire un suivi. Le moment venu, s'il y a lieu, de la faire avec vous, ou de communiquer avec elle pour vous assurer qu'elle ne vous oublie pas, certainement. Oui, tout à fait, mais il y a juste une chose qu'il faudrait peut-être comprendre, c'est que la décision du comité de sécurité routière, je ne peux pas rien faire contre ça. C'est quand même des gens, des gens qui sont compétents, qui prennent des décisions. Là, à ce moment-là, ça sera une autre chose à voir. C'est parce que là, on ne sait pas. Là, on sait pas qui. Ben, je sais que madame fait partie du comité de sécurité routière, mais on ne sait pas le reste. La police n'est pas impliquée là-dedans. Oui, Ben, en tout cas, moi, quand je les ai appelés, madame, on ne va pas. Non, mais c'est sûr que si vous appelez n'importe qui au service de police, mais il y a quelqu'un sur le comité de la sécurité routière qui représente le service de police de la ville de Mirabel. Okay. Juste pour ne pas éterniser, vous me dites que c'est normal que les gens qui reviennent sur l'autre bord, ça n'affiche pas. Parce que moi, il affiche sur un bord, mais pas sur l'autre. Il affiche sur un bord, mais il collecte les données.
Il y a un panneau. Mais la première journée, il me semble qu'il a affiché, pas il me semble, il a affiché ces 2 barres la première journée. Ben ça, ce serait exceptionnel. Ce serait la première fois que j'apprendrais ça. OK. Fait que donc, les gens qui passent, si le panneau est ici, si le panneau est ici, puis les gens s'en vont par là, puis que le panneau pointe par là, il ne pognera pas. Il collecte la donnée, mais il ne l'affichera pas. Il ne l'affichera pas. OK. Je vais vérifier s'il y a quelque chose, je vous reviendrai. J'en doute pas. Merci, M. Gadouin. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a des curieux, mais pas de questions? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas de questions en ligne? Non, ça, c'est impossible. Ça. Êtes-vous sûr que vous avez fait de mise à jour? J'ai fait plusieurs mises à jour. C'est vrai? Pas de questions en ligne. Les gens ont eu peur de mon virus. Monsieur le maire, je propose la levée de l'Assemblée, alors, étant donné qu'il n'y a plus de questions. OK, Mme Lapointe propose la clôture. Merci, Mme Lapointe. Merci. On se revoit deuxième mardi de novembre à la même heure à l'Hôtel de Ville. Je comprends qu'il y a des gens qui vont vouloir poser des questions à leurs élus suivant la séance. Vous êtes bienvenus. Sinon, je vous souhaite un bon retour à la maison et pour ceux qui nous suivent en ligne, une belle nuit. Au plaisir.